Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 7e Rendez-vous du Futur, 7e déjà. Rendez-vous du Futur en direct du Cube, ici, à Issy-les-Moulineaux, et en direct sur le site rendez-vous-du-futur.com. Rendez-vous également suivi sur le site du Cube et dans la page Facebook du Rendez-vous du Futur. Vous le suivez en direct grâce à nos partenaires, Un Air de Chat, le Cube bien sûr, Triple C et la JD Carré. Cette rencontre est diffusée également en direct sur le Cercle des Échos, le site du Cercle des Échos. Cette rencontre est toujours parrainée par Joël de Ronet et par André Santini, bien sûr. La règle du jeu, je la rappelle à chaque fois, la règle du jeu est très simple. C'est une heure de dialogue privilégié avec un invité, avec ce que nous appelons ici une vigie de notre époque. Dialogue animé par Nils Azosmanov, qui est le président du Cube, et Pierre Delacôte, qui est écrivain, blogueur, journaliste. Vous aurez la parole, vous dans le public ici au Cube, et vous derrière votre écran sur le site Facebook, etc., mais aussi sur Twitter. Vous aurez la parole et vous pourrez interagir, vous pourrez poser des questions régulièrement tout au long de cette rencontre. Et vous avez d'ailleurs été assez nombreux à poser des questions en amont. Alors après Joël de Ronet, qui est donc notre parrain, après Claudia Ignoré, Jacques Attali, Bernard Werber, François Skeuten, Jean-Pierre Dionnet, voici Serge Tisseron, qui a gentiment accepté notre invitation. Alors je me tourne vers vous, M. Tisseron, pour vous présenter brièvement. Et en même temps, présenter un invité, c'est toujours un exercice très délicat. Dans quelle case le ranger, cet invité, dans quelle case vous rangez, comment décrire en quelques mots un parcours, une carrière, une vie. Et puis finalement, on a invité qui aujourd'hui? Est-ce qu'on a invité le psychiatre, le psychanalyste, l'expert, ou alors le gamer, l'illustrateur, l'auteur de BD Et finalement, on a invité un peu de tout ça. D'ailleurs, il y a une petite mention sur votre bio, sur votre site, qui est assez amusante, puisqu'on apprend que c'est en découvrant la poésie surréaliste que vous avez voulu devenir médecin psychiatre. Donc finalement, est-ce qu'on peut autant dire que vous qui vous êtes fait connaître en présentant votre thèse de médecine sous forme de bande dessinée, vous seriez un psychiatre surréaliste? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon point de vue, vous êtes un chercheur inclassable qui interrogeait inlassablement notre civilisation, qui est faite d'écrans, de virtuels, de doutes. Vous êtes une sorte de sociologue de la sous-culture. Je mets bien les guillemets sur la sous-culture, mais c'est finalement ce qui décrit beaucoup de segments que vous abordez. C'est celle qui fait sourire, celle qui terrifie. Je veux parler bien sûr de la BD, de l'art urbain, des séries télé, du jeu vidéo, mais pas que, parce qu'évidemment ce serait trop facile de vous cantonner dans l'expertise de la sous-culture. Non, vous avez travaillé sur les secrets liés au traumatisme, à la psychogénéalogie. Alors au final, les arts visuels et le virtuel sont de vrais terrains de jeu pour comprendre davantage la relation que l'homme a avec l'image et notre rapport à tout ce que nous avons avec les objets. Et de ce point de vue-là, notre époque est de plus en plus formidable. Moi je crois qu'en réalité, Serge Tisseron, et je finirai là, vous êtes un investigateur passionné, vous écoutez, vous questionnez et vous tutoyez notre époque. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse la parole à Nils pour la première question. Bonjour, merci beaucoup, Serge Tisseron, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, selon vous, on est passé d'une consommation utile à une consommation pour être en relation, pour ne pas être oublié. Or, les objets de nouvelles technologies viennent assouvir en partie, ou peut-être d'ailleurs leur très grand succès, cette demande de relation, car ils ne sont plus seulement, je vous cite, des objets de médiation entre soi et les autres, leur dimension relationnelle en font de véritables partenaires. Qu'est-ce que ce phénomène change, selon vous, dans notre relation aux autres? Bon. Il y avait beaucoup de choses dans la présentation, il y a beaucoup de choses dans votre première question. Alors, oui, Internet est une invention extraordinaire parce que c'est une machine qui est définie par l'usage qu'on en fait. Ce qui est d'ailleurs le propre de toutes les nouvelles technologies. Quand on a un couteau, on sait que c'est pour couper. Quand on a une voiture, déjà, on a un éventail d'usages beaucoup plus grand. On peut aller au travail, aller se promener ou aller voir une grand-mère malade. Mais quand on a Internet, alors là, l'éventail d'usages est pratiquement infini. Et alors on s'aperçoit que d'abord, ces nouvelles technologies ont été utilisées en effet pour entrer en contact. Alors d'ailleurs, dès qu'on pense téléphone mobile, on pense joindre des gens à l'autre bout du monde, être joint à tout moment.
Dès qu'on pense Web 2.0, on pense évidemment pouvoir envoyer un message à la planète entière et créer de nouveaux espaces d'interaction. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que aujourd'hui, les nouvelles technologies tendent petit à petit à devenir des interlocuteurs à part entière. Et on voit, par exemple, de plus en plus de préadolescents ou d'adolescents chouchouter leur téléphone mobile, dormir avec lui, et le constituer en véritable partenaire d'interaction. C'est un partenaire auquel on peut parler. Alors, on ne parle pas au téléphone, on parle à un interlocuteur, mais enfin, on parle quand même avec le téléphone contre soi. On peut écouter, bien sûr, mais on peut aussi le caresser, et puis on peut aussi surfer sur Internet, avoir un grand nombre d'activités avec ce petit objet. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment, justement, on est, avec les nouvelles technologies, sur cette ligne où on peut à tout moment basculer du côté utilisation pour avoir plus de contacts, plus de relations, ou au contraire, basculer du côté constituer l'objet en interlocuteur et finalement avoir moins de relations. Encore plus avec les jeux vidéo, selon qu'on joue à un jeu vidéo même en ligne tout seul. On peut jouer à World of Warcraft sans rencontrer personne, mais selon qu'à l'opposé, on joue avec d'autres et qu'on crée des liens. On a toujours, avec les nouvelles technologies, ces deux portes d'entrée. Et ça me paraît vraiment caractéristique de la manière dont elles ont été conçues, et puis le grand enjeu, évidemment, de savoir comment on va les utiliser de plus en plus dans les années qui viennent. Et vous pensez qu'il y a une corrélation forte entre les nouveaux modes de consommation et les nouvelles technologies, ou on va dire que c'est un hasard des choses, le fait que dans la consommation, ce soit la relation qui prenne de plus en plus d'importance, et que par ailleurs, on ait des objets de technologie qui soient eux-mêmes des objets relationnels forts? Je crois qu'aujourd'hui, le lien est assez clair. Alors, comment les choses vont-elles évoluer? On n'en sait rien. Peut-être que les pratiques de consommation vont réinvestir des relations de proximité physique. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Si vous voulez, de toute façon, l'être humain est ainsi fait que, sauf cas pathologique, il ne peut pas se passer de proximité physique. On en a besoin. On en a besoin. Donc, évidemment, les possibilités offertes par les nouvelles technologies nous ont donné l'impression qu'on pouvait obtenir beaucoup sans passer par des relations qui engagent le corps, mais je pense qu'on va entrer dans un mouvement de balancier, on va aller de l'autre côté, et probablement on va assister dans les années qui viennent à un investissement du corps physique, et puis peut-être un désinvestissement du corps physique au profit de nouvelles technologies qui nous donneront les odeurs et le contact cutané, et puis peut-être après un nouveau retour de balancier. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, qui est très optimiste. Pour l'instant, vous ne faites pas preuve de l'esprit critique qu'on connaît parfois. Donc là, vous avez une vision très optimiste, qui tranche d'ailleurs avec beaucoup de choses. Alors, pour rebondir sur la question de Niels, et si on passe finalement de notre devenir individuel à devenir plus collectif, et si on s'interroge sur le futur de l'espèce humaine ou de la planète, est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de décrire, c'est un progrès? Est-ce que vous pensez qu'il y a un progrès? Le progrès est une idée qui est déjà ancienne et qui est beaucoup critiquée avec tout ce qu'on connaît en termes de réchauffement climatique, de crise de l'énergie. Tous ces objets, ils coûtent très cher en énergie, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un progrès? Vous pensez qu'il faut sauver le progrès? Est-ce qu'il faut abandonner cette idée? Est-ce que vous y croyez vous-même? Est-ce que les gens y croient, les jeunes notamment, ou pas? Je pense que les nouvelles technologies sont une formidable opportunité. Alors, une opportunité, ça ne veut pas dire que ce soit une réalité pour demain. Je dis une opportunité, je ne dis même pas une potentialité. Une potentialité, ça voudrait dire ça va arriver d'une manière prévisible, ou alors ça n'arrivera pas. Non, c'est une formidable opportunité, c'est une virtualité. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle d'espace virtuel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se construire dont on ne sait pas encore ce que c'est. Alors, peut-être je vous parais optimiste, mais vous savez, moi je suis plutôt pessimiste par nature, mais je me suis aperçu que quand on est pessimiste, on diminue beaucoup ses chances de pouvoir transformer l'avenir, parce que ça décourage d'être pessimiste. Donc j'essaye plutôt d'être un optimiste par résolution, c'est-à-dire j'essaye de voir qu'est-ce
dans quel sens il vaut mieux faire basculer ces nouvelles technologies. Et je crois que ce qui est la formidable opportunité aujourd'hui, c'est la création de nouveaux liens, de nouveaux réseaux, mais qui ne se substituent pas aux réseaux précédents les nouvelles technologies, aux réseaux qui impliquent les contacts corporels, les contacts de proximité physique, mais un réseau qui s'ajoute à ce réseau-là. Et le problème, c'est de ne pas penser en termes de ou bien. Dans l'ancien monde, on allait voir son boulanger, son boucher, etc. On avait sa famille qu'on réunissait autour de soi. Et puis dans les nouvelles technologies, on vivrait dans des réseaux virtuels. Non, c'est pas ou bien. C'est à la fois. Et à mon avis, c'est parce qu'on arrive à maintenir ce à la fois qu'on préserve toutes les opportunités. Alors c'est curieux, vous disiez que vous étiez pessimiste par tempérament, par nature. C'est curieux parce que c'est... Et finalement, vous devriez moins pessimiste face à ce que vous trouvez devant vous. Non, je veux dire que je me garde de mon pessimisme, c'est-à-dire je le connais. Vous savez, moi j'ai toujours tendance, quand on propose quelque chose, à en voir plutôt ce qui est problématique. C'est une vieille habitude dont j'arrive pas à me défaire, familiale, voilà. Mais du coup, évidemment, le risque, c'est que voyant ce qui peut clocher dans ce qui m'est présenté, je ne vais pas avoir envie de l'adopter, de m'y engager. Donc j'essaye du coup de voir aussi ce qui est positif, et finalement je trouve que ça a un avantage au bout du compte, c'est que ça permet de problématiser. Moi je ne supporte pas les gens qui sont unilatéraux, qui ont un jugement unilatéral sur l'ensemble des bouleversements qu'il y a aujourd'hui autour de nous. C'est insupportable parce que ces gens-là évidemment vont dire après qu'ils s'étaient trompés, qu'ils sont déçus, ou qu'ils s'étaient... Voilà. Mais en fait il faut problématiser les choses d'emblée. Il faut pas attendre que les problèmes soient tellement gros qu'on ait de la peine à les résoudre. Dès que quelque chose de nouveau arrive, il faut le problématiser. Alors, actuellement, autour des nouvelles technologies, c'est évidemment l'effacement du corps qui est un problème. C'est pour ça qu'il faut réinvestir des espaces où le corps soit présent. Alors, dans son dernier ouvrage, on en parlait tout à l'heure, Vers une civilisation de l'empathie, oui. Jérémy Rifkin dit, je vais le citer doucement, les cultures écrites engendrent la conscience théologique, les cultures imprimées s'accompagnent de la conscience idéologique, et les premières cultures électriques suscitent la conscience psychologique. On se rapproche de l'individu. Dans votre dernier ouvrage, qui a pour titre « L'empathie au cœur du jeu social », vous proposez de redéfinir les règles du vivre ensemble autour de l'apprentissage de l'empathie. L'empathie donc au secours de l'humanité, mais est-ce imaginable dans une société autant fondée sur la compétition ? Alors, j'ai pas lu encore l'ouvrage de Jérémy Rifkin, j'ai lu seulement l'interview qu'il a donnée dans le supplément hebdomadaire du Monde. Et il m'a paru réellement ou faussement naïf, j'en sais pas, mais en tout cas il m'a paru vraiment naïf, en ce sens qu'à le lire, cette interview, on a l'impression que pour lui, il suffit d'être interconnecté pour accepter d'être interdépendant et solidaire. Or, on sait aujourd'hui que Internet est un espace de harcèlement, de menaces, de haine, tout autant qu'un espace utilisé pour nouer des liens empathiques. Il y a cette double polarité d'Internet. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il ne suffit pas d'être interconnecté pour reconnaître d'être interdépendant, et que l'empathie est quelque chose qui peut être aidé par Internet, mais aussi l'Internet peut faciliter le contraire de l'empathie, je ne dirais pas l'antipathie, mais la nég-empathie, on pourrait dire, et que du coup, oui, l'empathie doit s'apprendre, et qu'elle ne va pas s'apprendre à travers un écran, qu'elle doit s'apprendre dans des contacts de proximité. Donc c'est pour ça que je milite pour la création dans les écoles maternelles d'espaces de jeux entre les enfants, des jeux animés par les enseignants des maternelles, et des jeux qui développent l'apprentissage de l'empathie entre les enfants. Ce sont des jeux de rôle. Est-ce que vous pouvez définir un peu mieux, expliquer un peu mieux comment ça se passe ? Oui, alors on en a encore parlé à l'occasion du récent colloque sur le harcèlement, organisé par le ministère de l'Éducation nationale. L'idée, c'est de ne pas prendre la question de la violence du point de vue des comportements violents, mais
l'idée, c'est de prendre la question de la violence du point de vue de ce qui s'oppose à elle. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à lutter contre les comportements violents, on va chercher à développer ce qui permet aux enfants de ne pas basculer dans des comportements violents, et on va chercher à développer l'empathie. Alors, développer l'empathie, comment pour aller très vite, en invitant les enfants à construire des petites histoires autour des images en général qu'ils voient à la télévision. Pourquoi à partir des images? Pour éviter qu'ils abordent des situations de leur vie familiale, évidemment. Et donc à partir de ces images, construire une petite histoire et la jouer. Et le cœur de ce programme que j'appelle le jeu des trois figures, le cœur de ce programme, c'est que chacun des enfants va être amené à jouer successivement tous les rôles de l'histoire. Et j'appelle ça le jeu des trois figures parce qu'en règle générale, les trois figures les trois rôles principaux tournent autour d'une figure d'agresseur, d'une figure d'agressé et d'une figure de redresseur de tort. Donc on est bien dans les trois figures. Et donc obliger les enfants à jouer à tour de rôle, à se mettre dans la posture où ils ne se mettraient pas spontanément, ce qui permet aux agresseurs, qui en général leur portent des figures de victimes dramatisées à l'intérieur d'eux, ça permet aux agresseurs de dédramatiser ces figures de victimes, de pouvoir jouer avec le rôle de la victime, s'aperçoit que c'est pas si dramatique que ça finalement, d'être puni, et qu'il ne faut pas forcément réagir avec une réaction d'hyperviolence. Et puis ça permet aussi aux victimes de pouvoir s'imaginer dans un autre rôle, s'imaginer dans le rôle de celui qui frappe, et après tout, parfois quand on est agressé, c'est pas si mal. Voilà. Le bourreau, la victime et le sauveur qui incarne à tour de rôle en permanence. Voilà. Et on a testé cette activité sur plusieurs écoles parisiennes et de la banlieue ouest de Paris entre 2007 et 2008, et on s'est aperçu que les enfants qui bénéficiaient de cette activité, donc encore une fois animés par les enseignants des maternelles, les enfants qui en bénéficiaient avaient beaucoup moins tendance à s'enfermer dans un profil de victime ou bien dans un profil d'agresseur, et ils avaient tous beaucoup plus tendance à faire appel à leurs enseignants comme régulateurs de leurs conflits. Donc globalement, une situation qui est très améliorée. Alors évidemment, il faut faire des études longitudinales. Bon, voilà. Mais voilà, l'idée, si vous voulez, c'est que l'empathie est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Et qu'il ne suffit pas d'être interconnecté via Internet pour que nous devenions tous plus empathiques les uns vis-à-vis des autres. Alors, il y aura très probablement des réactions tout à l'heure de la salle, parce qu'on va après passer dans une deuxième phase où tout le monde pourra prendre la parole. On va faire une toute petite séquence émotion. Vous avez dit un jour, je vous cite, attention, ça va être violent, je ne peux que déconseiller de s'inscrire sur Facebook, c'est le lieu du mensonge, de la frime et de l'accumulation. C'était en 2008, est-ce que vous signeriez encore ces propos? C'était en quelle année? En 2008. J'ai dû dire ça et autre chose. D'accord. En contexte. J'ai dû dire ça et autre chose. Oui, j'ai dû dire ça, mais 2008, je devais déjà être inscrit sur Facebook en 2008. Mon livre virtuel, Mon amour paraît en 2008, j'étais sur Facebook, j'ai dû dire ça et autre chose. Mais vous m'étonnez quand même avec personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suivrai votre conseil. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Social Network sur l'origine de Facebook. Et quand on parle de l'origine des choses, c'est toujours important. On voit bien pourquoi Facebook a été créé par son créateur Zuckerberg. C'est quand même pour des motifs extrêmement douteux. Une espèce de vengeance d'une fille qu'il avait quittée, qu'il avait insultée, la volonté de rentrer dans des cercles extrêmement VIP, etc. Une espèce de revanche sociale et dans tous les sens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quand même, une sorte de, peut-être pas de péché originel de Facebook, ce serait difficile d'employer ce terme judéo-chrétien, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même dans l'origine de Facebook quelque chose d'extrêmement douteux? Et ensuite, le paradoxe, c'est que vous avez fini par aller sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook sous pseudonyme pour pas qu'on me voie, mais pour voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant une pression telle qu'on est quelque part contraint d'être sur Facebook? Parce que exister, c'est être sur Facebook. Oui, je suis régulièrement confronté à des gens qui m'envoient des messages par Facebook en me disant « Heureusement qu'il y a Facebook, ça me permet de vous joindre ». Alors je suis dans les pages blanches des bottins, voilà. Et si on tape mon nom sur Internet, on est renvoyé sur mon blog, donc là où on peut me laisser un message, et il y a quand même des gens qui disent « Heureusement que Facebook existe, sinon je n'aurais pas su comment vous joindre ». Donc en effet, on s'aperçoit qu'il y a des gens pour lesquels, hors Facebook, point de possibilité de joindre ou d'être joint.
Alors le problème de Facebook, c'est l'extraordinaire pression de cette machine pour laisser des traces, laisser des messages, fournir des données. Il faut constamment, on est constamment invité à fournir toujours plus de données qui évidemment... On ne peut pas effacer toujours. Voilà, et qu'on ne peut pas effacer, et qui seront toujours exploités, comme on sait maintenant, à un usage économique, etc. Donc en effet, oui, je déconseille tout le monde d'aller sur Facebook, ou alors d'y aller en connaissance de cause. Alors, en connaissance de cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même de jeter un coup d'œil aux conditions générales qu'on signe, parce que quand vous allez sur Facebook, vous signez les conditions générales, et il est prévu que tout ce que vous mettez sur Facebook appartiendra à Facebook. C'est pas un site wiki, Facebook. Tout ce qu'on y met appartient à Facebook. Et puis, c'est surtout un site où il faut arriver à résister à la pression continuelle, parce que quand vous y êtes, même ça arrive, si vous n'avez, moi j'y vais jamais sur Facebook, mais ce qui m'est envoyé sur Facebook, on me prévient sur mon mail. En fait, je l'ignore pas. Donc, si vous voulez, dès que vous allez sur Facebook, il faut savoir que vous serez soumis à un harcèlement, une forme de harcèlement permanent, pour interagir, pour communiquer. Autrement dit, pour apporter des données. Rien n'est gratuit, en fait. On dit que c'est gratuit, mais vous donnez quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'interviens beaucoup dans des écoles en disant mais il faut expliquer dès l'école primaire les enjeux économiques de Facebook, et pas seulement de Facebook, d'ailleurs aussi de YouTube, de Skype, de MySpace, de tous ces espaces qui se présentent comme gratuits, mais qui en fait ont des modèles économiques très précis, très rigoureux, très lucratifs, mais qu'en général on ignore. Alors, on va revenir sur cette question. Vous dites qu'il y a des secrets de société comme il y a des secrets de famille, et que pour préparer les générations futures à affronter les défis de l'avenir, il faut éduquer au traumatisme du passé, en redonnant notamment de la place au récit de vie, ces petits moments de l'histoire qui font la grande histoire. Alors justement, pour reboucler avec Facebook, est-ce que c'est pas d'une certaine manière une des promesses d'Internet, des réseaux sociaux? Je pense à Wikileaks, je pense à la révolution Facebook, je pense à Twitter, je pense à la BNF qui vient d'ouvrir son site Facebook, le Cube l'a déjà fait il y a quelques années. Est-ce que une des réponses à cette mémoire collective, c'est pas par les réseaux sociaux que ça passera justement? Dans l'état actuel des choses, il est difficile de ne pas passer par Facebook. Alors vous évoquez mes préoccupations sur la mémoire. Alors en effet, puisque je suis en train de fabriquer, avec l'aide du ministère du Développement durable, un espace Internet qui recueillera les mémoires individuelles des catastrophes, toutes les catastrophes, pas seulement les catastrophes naturelles, toutes les catastrophes sauf les catastrophes militaires. Donc ça inclut aussi les catastrophes économiques, les catastrophes industrielles, les catastrophes sanitaires. Et sur cet espace-là, donc les gens seront amenés à témoigner, mais on a évidemment prévu un lien vers Facebook. Et parce qu'aujourd'hui, c'est inimaginable de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain? Personne n'en sait rien. Vous savez, il y a quand même des gens qui travaillent à créer un espace semblable à Facebook qui en aurait les avantages, mais qui n'en aurait pas les inconvénients. Diaspora, je crois. Diaspora, je crois. Voilà, diaspora. Et je pense que ça va réussir. Alors là, c'est mon optimisme, on finit par résolution, et parce qu'il faut que ça réussisse, parce que, si vous voulez, Facebook a créé un espace d'échange extraordinairement convivial qui n'avait pas d'équivalent avant. Les gens se sont habitués à passer par Facebook, et seul un espace qui ressemble à Facebook peut aujourd'hui drainer les mécontents de Facebook. Beaucoup de gens râlent contre Facebook, mais à faute d'alternative, ils y restent. Donc il faut qu'il y ait cette alternative. Bon, ça sera l'équivalent des logiciels libres par rapport aux logiciels payants. Ça va se faire, et je pense que Facebook sent le danger. C'est pour ça que Facebook essaye de devenir le portail universel. Donc vous n'êtes pas contre l'idée de cette, entre guillemets, mémoire collective participative, mais plutôt contre le fait qu'elle serait entre les mains d'une seule entreprise privée et qui édite ses propres règles. Oui, et en plus, qui refuse d'adhérer, par exemple, à la charte du droit à l'oubli. Ils refusent d'adhérer à la charte du droit à l'oubli. Alors, la Commission nationale informatique et liberté leur rappelle régulièrement qu'ils devraient y adhérer, et ils disent que c'est un truc français. Mais c'est pas un truc français, c'était mis au point par un Américain. Mais ils veulent absolument pas y adhérer. Donc ça, c'est quand même un problème. Des entreprises qui prétendent se situer au-dessus des lois nationales sous prétexte du bien de l'humanité.
Alors, il y a peut-être quelque chose d'encore plus préoccupant, là je vais aller un peu dans le sens du pessimisme. Si on ajoute à cette dimension, alors, secret, nos identités sur Internet, etc., et on ne peut pas forcément le droit à l'oubli, il y a pire encore, c'est quand on intègre la notion, on intègre les biotechnologies. Les questions de génétique, on sait que de plus en plus, le séquençage du génome humain est facile et de moins en moins coûteux. Donc si on croise les avancées des biotechnologies, les avancées de l'informatique, et un troisième élément dont vous avez parlé, qui est la financiarisation de la totalité des activités humaines, on se situe dans quelque chose qui est très préoccupant, qui va peut-être nourrir votre pessimisme. Comment votre optimisme pourrait retourner cette idée que cet avenir dans lequel les êtres humains et les futurs êtres humains, les embryons, pourraient être profilés et donc enfermés dans un devenir. Mon pessimisme est total là-dessus. Mon pessimisme est total. Alors, c'est vrai que en France, on a la chance d'avoir la Commission nationale informatique et liberté, son président Alex Türk, qui dit lui aussi que son cauchemar, c'est le croisement des fichiers. Actuellement, nous avons chacun, nous sommes intégrés chacun dans différents fichiers. Tant que ces fichiers ne sont pas croisés, tant qu'ils restent indépendants les uns des autres, personne n'a accès à l'ensemble des informations nous concernant. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ces fichiers sont en train de tomber dans le domaine public. Je pense par exemple aux fichiers médicaux, tomber dans le domaine public soit par le fait de hackers qui les récupèrent, qui demandent des rançons, ça dépend dans différents pays, ou alors par le fait simplement que s'ils sont sur un ordinateur, s'ils sont accessibles sur un ordinateur dans un secrétariat de service médical, il y a toujours un moment où quelqu'un qui n'a pas le droit en principe de les consulter va pouvoir aller les voir. Il n'y a pas une surveillance 24 heures sur 24 sur tous les ordinateurs de tous les services hospitaliers de France. Donc le fait que des données d'abord conçues à titre privé puissent tomber dans le domaine public, et le fait que les fichiers puissent être interconnectés, ça c'est un cauchemar. Alors c'est une lutte permanente. Regardez par exemple, moi je fais partie actuellement du collectif Pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans. On gagne une bataille, il y a 2 ans, contre la création de fichage précoce des enfants de crèches supposés avoir des tendances antisociales. On gagne une bataille, mais après il y a la circulaire Bockel qui prévoit que les enseignants de maternelle et de classe primaire vont devoir faire des rapports sur les enfants pour déterminer ceux qui auraient des tendances, des potentialités délinquantes ou antisociales. Et à nouveau, on est obligé de partir en guerre. Donc là, je crois que ça implique toutes les professions. Et dans chaque profession, il y a des batailles à mener aujourd'hui pour éviter que les données accumulées, soi-disant pour notre bien, amènent à figer trop rapidement les usagers. C'est l'effet Pygmalion. Si un enseignant est amené à faire passer des tests à tous les enfants en début d'année pour déterminer ceux qui ont des potentialités délinquantes, il va évidemment bien voir les cases qu'il coche, et il va complètement avoir une opinion formatée par ces questionnaires sur les enfants dont il aura la charge ensuite pendant tout le restant de l'année. Et encore, quand on imagine par exemple les compagnies d'assurance qui vont vous dire moi je veux bien vous assurer, mais vous attendez un enfant, etc., vous avez une potentialité d'une maladie extrêmement dangereuse, curable mais coûteuse, donc il va coûter beaucoup d'argent pendant toute la vie de cet enfant, eh bien moi j'ai besoin de votre séquence ADN pour vous assurer. Et ça a déjà commencé aux États-Unis et même en Angleterre d'ailleurs. Voilà, alors il faut bien comprendre que là encore, les nouvelles technologies ne créent pas ce désir chez l'être humain. Et notamment, les nouvelles technologies ne créent pas ce désir chez les gens qui ont le pouvoir politique ou social. Déjà, au milieu du 19e siècle, il y avait le désir du pouvoir politique, d'avoir le maximum d'informations sur les enfants des écoles en passant par les maîtres. C'était évidemment pas les mêmes tests qu'aujourd'hui qui pouvaient être proposés, mais il y avait cette idée dont on trouve trace dans des circulaires entre 1835 et 1860. Il y a toujours eu l'idée, que, c'est ce que résume très bien Foucault, il y a toujours eu l'idée que si on sait plus de choses, on va augmenter son pouvoir. C'est-à-dire si on sait plus de choses sur les citoyens, on va augmenter
augmenter son pouvoir sur eux. Et tous les pouvoirs, comme leur nom l'indique, couvrent ce rêve d'avoir plus de connaissances sur leur sujet, on pourrait dire, dans le domaine des citoyens, plus de connaissances sur leur sujet pour augmenter leur pouvoir sur eux. L'idée que savoir, c'est pouvoir. Et ça, c'est déjà au milieu du 19e, Foucault le montre bien, il y a ce mouvement. Alors les nouvelles technologies apportent un instrument dont les générations précédentes n'auraient pas pu rêver, c'est sûr. Surtout avec un croisement possible des fichiers. Donc c'est vraiment une lutte permanente à mener, il y a une lutte citoyenne à de beaux jours dans elle. Alors vous voyez d'ailleurs Internet, les nouvelles technologies qui peuvent favoriser justement l'accumulation des données sur les gens, eh ben, ça a aussi permis Wikileaks. Ça a aussi permis que des données, qui pouvaient être utilisées contre puissent être rendues publiques pour être détoxiquées. Donc, on voit bien que, et Wikileaks, qui aurait prévu Wikileaks? Je veux dire, on est aujourd'hui dans une société où tout bouge extraordinairement vite. Alors, suivez-moi si vous disiez, bon, ben ça rend optimiste, ça me rend pessimiste, cette histoire des fichiers. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est la plasticité psychique. Le fait qu'on est aujourd'hui dans une culture où les innovations vont très très vite. Qui aurait prévu Facebook? Personne. Qui aurait prévu Wikileaks? Personne. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques années? On n'en sait rien. Vous savez, ce qui peut nous sauver, c'est le fait que l'être humain, justement, valorise beaucoup plus son potentiel de créativité. On va peut-être demander des questions, s'il y a des questions dans la salle, ici au Cube, ou derrière votre petit écran, et je sais qu'il y en a, je les ai là. Donc on va d'abord commencer par le petit écran, et puis après on reviendra à notre Cube. C'est plus facile de poser des questions, vous voyez, derrière son petit écran. Ah oui, oui. Alors on a des gens qui réagissent pas mal sur votre pessimisme qui est plus ou moins optimiste en même temps. Là nous avons par exemple Géotrouve-tout qui pose la question suivante. Trouvez-vous que l'école explique assez bien ce qu'est Internet, ses dangers, etc. etc. L'école n'explique rien actuellement. L'école n'explique rien. Et d'ailleurs, qui pourrait expliquer à l'école? Certainement pas les enseignants. Ils ignorent. Beaucoup d'entre eux ignorent tout. Pas tout, mais enfin, ils ignorent tout de Facebook, même s'ils n'ignorent pas tout d'Internet. Il faut remonter d'un cran. Oui, il faut absolument créer des formations pour les enseignants autour des enjeux des réseaux sociaux ou autour des enjeux des jeux vidéo. Et puis que les enseignants mieux informés puissent à leur tour, je dirais pas informer les élèves, parce que tout va très vite, mais disons, nouer un dialogue avec les élèves dans lequel ils ne soient pas déqualifiés d'emblée. Et pour ça, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Donc oui, actuellement, on essaye de mettre en place des actions dans les écoles qui en font la demande, pour que les enjeux des réseaux sociaux, les enjeux des jeux vidéo puissent être mieux intégrés par les enseignants. Alors, en primaire, c'est donner des repères théoriques, et puis après, en collège, ça peut être inviter les enfants, non pas à laisser leur téléphone mobile à la porte de la classe, comme on l'a dit bêtement pendant un temps, mais au contraire à utiliser leur téléphone mobile ou leur console de jeu ou leur tablette iPad ou leur iPod, les utiliser dans les activités pédagogiques. Et c'est le d'ailleurs fait des choses là-dessus avec des écoles des alentours, et des jeux avec une connotation artistique et l'utilisation d'iPad. Oui. Il y a un certain nombre de projets pilotes depuis une dizaine d'années menés dans les écoles par le Cube. Mais moi, je voulais citer l'exemple sur Facebook d'un très joli exemple que j'avais entendu où l'enseignant avait dit aux élèves, bon, vous allez ouvrir une page Facebook, ça va être celle de Louis XVI ou Louis XIV, peu importe, et vous allez donc faire la page Facebook de Louis XIV. Et c'est génial parce que du coup, il reprenait toutes les manières qu'on a de mettre de l'information dans la page Facebook, de la nourrir, donc qu'est-ce qu'il aime comme musique, etc., ses amis, etc. Et donc, ils ont reconstitué comme ça tout ce personnage. Bon, voilà, c'est simple, mais en même temps, c'est efficace. C'est très très bien. Très bien, oui, il y a beaucoup d'activités maintenant qui sont imaginées, il y en a encore d'autres à imaginer. L'important, c'est de trouver les filières de formation, et malheureusement, on est dans une période très problématique pour ça. Enfin, les enseignants qui ont vraiment envie arrivent à trouver l'info, mais il faut d'autant plus qu'il y a quand même pas oublier qu'il y a des sites internet où ce genre d'informations s'échangent et où les enseignants peuvent avoir accès. Mais le mot-clé, effectivement, serait envie.
Il faut avoir envie Il faut avoir envie. d'expliquer, envie de se passionner pour ça, et envie vraiment de transmettre et d'expliquer les dangers. Mais est-ce qu'il y a la place, néanmoins, aujourd'hui, dans l'école, véritablement pour ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit un niveau, entre guillemets, politique, que déjà les choses bougent un petit peu? En réalité, on reste sur le terrain. Quand ça bouge, c'est rarement au niveau politique. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, l'accès à la connaissance, il s'est beaucoup taylorisé d'une certaine manière. On voit que c'est difficile dans un programme scolaire où il y a des objectifs à atteindre, d'aller caser des heures pour parler de projets créatifs autour de Facebook ou autre chose. Comment on peut changer ça? Parce que c'est quand même le système en dessus qui est très rigide. Je parle du système, je ne parle pas des gens. Oui, le système est moins rigide que ce qu'il y paraît. Les enseignants ont quand même une marge de liberté, d'autant plus que la Commission européenne a pondu plusieurs circulaires prônant l'éducation aux nouveaux médias. Donc les enseignants aujourd'hui peuvent valoir de ces circulaires pour parler de Facebook, des jeux vidéo, de YouTube, etc. Je pense que la difficulté, c'est plus aujourd'hui la capacité d'attention des élèves. Je pense que c'est ça qui déroute le plus les enseignants, et notamment les jeunes enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait qu'ils ont grandi dans une culture où les stimulations sont très intenses et en même temps constamment changeantes, les préadolescents, les adolescents ont une capacité d'attention beaucoup plus réduite que par le passé. Il faut constamment relancer leur attention. Et aujourd'hui, je pense que l'effort principal doit porter sur le fait de former des enseignants qui sont capables de concevoir leur cours comme une animation. C'est-à-dire, on fait 10 minutes, un quart d'heure d'exposé, 10 minutes, un quart d'heure où on fait intervenir les élèves, organiser des débats entre les élèves. On est dans un pays où on souffre d'un défaut de débat terrible. Les inviter ensuite, pourquoi pas, à construire une page sur un ordinateur, c'est-à-dire organiser leur cours non pas comme une prise de parole de l'enseignant pendant 50 minutes, mais comme une succession de temps dans lesquels il y a des temps où on écoute, des temps où on fait et des temps où on parle. Et je pense que c'est ça le challenge aujourd'hui dans la formation des enseignants. Donc on va parler de cette notion tout à l'heure, et notamment avec la question de l'immédiateté. Joël de René, qui était présent à Rendez-vous du Futur, nous disait que vous avez beaucoup surpris en disant que les enfants aujourd'hui, les jeunes, ont la tête vide, mais il a évidemment complété en disant mais ils la remplissent très vite. C'est-à-dire qu'en fait ils sont connectés et ils arrivent en permanence, et c'est une image assez intéressante qui montre que effectivement ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que la temporalité maintenant n'est plus la même pour aborder l'apprentissage. Oui, on ne peut plus concevoir un apprentissage de la même manière, d'autant plus que la fréquentation des nouvelles technologies développe des modes d'apprentissage plus intuitifs, plus par essai-erreur, et l'ancien mode d'apprentissage par hypothèse, par déduction n'a plus vraiment sa place. Donc il faut vraiment repenser l'enseignement, mais pas seulement pour intégrer les nouvelles technologies comme des nouveaux outils, mais surtout pour intégrer le changement culturel. Moi je dis toujours, on est passé d'une culture du livre à une culture des écrans, c'est ça le grand changement. On ne va pas continuer à travailler les mêmes choses avec des outils différents. Il faut comprendre qu'on travaille d'autres choses, notamment la prise de parole, le recul par rapport aux médias, la capacité d'argumenter un point de vue, et l'utilisation des nouvelles technologies comme support de tutorat. On n'apprend jamais aussi bien que lorsqu'on est invité à la fois à être élève et enseignant. Et aujourd'hui, c'est malheureusement quelque chose de très peu utilisé dans l'école française que le tutorat, alors que c'est dans d'autres pays. Je pense qu'il faudrait que les élèves qui ont mieux compris quelque chose soient invités à l'expliquer à ceux qui l'ont moins bien compris. Toujours dans cette idée, vous voyez, de faire alterner dans l'heure de cours des moments différents, de manière à ce que l'attention soit constamment relancée. Je ne pense pas que les élèves aient la tête vide, ils ont une formidable curiosité, un formidable désir d'apprendre. Beaucoup d'enseignants en parlent. Le problème, c'est que si on les maintient trop longtemps, c'est-à-dire plus d'un quart d'heure, 20 minutes, dans le même type d'activité, ils décrochent. Ça, c'est certain. Je crois que ce qu'il veut dire aussi, c'est que dans le fait de dire qu'ils avaient la tête vide, c'est qu'en même temps, ils sont connectés. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des tuyaux partout et qu'ils étaient capables de remplir très vite en fonction du besoin du moment, et ce qui est aussi une nouvelle manière de bouger, si je puis dire,
Oui, alors ceci dit, il y a beaucoup d'inégalités. On parle des jeunes, bon, c'est un peu des magots, et c'est très faux, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux types de jeunes, si on veut être à la louche. Il y a ceux qui ont qui se sont bien familiarisés avec les nouvelles technologies et qui ont du recul par rapport aux nouvelles technologies, et puis il y a ceux qui sont familiarisés avec les nouvelles technologies sans avoir de recul par rapport à elles. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on parle de fracture, on ne la place pas du tout au même endroit qu'il y a quelques années. Au début, on a commencé à parler de fracture par rapport au niveau social, ceux qui auraient accès aux bonnes technologies, aux technologies dernier cri, et ceux qui devraient se contenter des anciennes. Et puis on s'est aperçu que la technologie évolue si vite qu'avec un appareil qui a 2-3 ans, si on l'utilise à 100% de ses capacités, on peut faire une foultitude de choses. On s'est aperçu du coup que la différence, elle serait entre les vieux et les jeunes. Les jeunes qui utilisent les objets qu'ils ont à 90-95% de leurs possibilités, et les vieux qui utilisent à 10%. Ça, c'était le deuxième moment. Maintenant, on est dans un troisième moment. On s'aperçoit que la fracture, elle passe entre ceux qui ont du recul par rapport aux nouvelles technologies et ceux qui n'en ont pas. Et parmi ceux qui n'en ont pas, il y a en effet les gens qui ne les pratiquent pas, mais il y a aussi des jeunes qui les pratiquent, mais qui n'ont pas eu ce recul du fait que leur milieu familial ne les a pas accompagnés dans la découverte des nouvelles technologies. C'est pour ça que l'école a un rôle très important pour réduire cette fracture-là, pour permettre à tous les jeunes, encore une fois, de connaître les modèles économiques, YouTube, Facebook, etc., d'avoir du recul par rapport aux dangers des nouveaux réseaux sociaux, et ce recul-là, il s'apprend. Si vous voulez, aujourd'hui, moi, quand je discute avec des jeunes de 18, 24 ans, on voit bien que ils utilisent bien les nouvelles technologies. Souvent, ils connaissent les pièges. Mais le problème, c'est qu'ils les ont découverts à leurs dépens, les pièges. C'est-à-dire, ils ont fait des conneries, ils ont payé, ils ne s'en sont pas vantés, et à 20 ans, ils savent comment s'y prendre. Il faudrait éviter qu'ils payent pour apprendre. Il vaudrait mieux qu'on le leur explique. Et ils auraient plus confiance dans les adultes si les adultes leur expliquaient les pièges dans lesquels il vaut mieux ne pas tomber avant qu'ils y tombent et qu'ils apprennent à leurs dépens. Est-ce que nos amis ici présents au Cube ont une ou des questions sur ce thème? Moi j'en ai sur Internet, s'il y en a. Jean-Michel, qui revient sur le zapping intellectuel justement, constatez-vous une tendance au zapping intellectuel de la part des enfants? Et y a-t-il des différences entre ceux qui passent du temps devant les écrans et les autres? Est-ce que vraiment l'écran impacte Oui, alors il y a une étude qui est parue à la fin de l'an dernier, chacun peut trouver sur Internet. Il suffit de taper le nom de son responsable, qui s'appelle Pagani, P-A-G-A-N-I, tape Pagani, on trouve cette étude. Et, parce que comme elle est la plus récente, elle apparaît en premier. Et donc c'est une étude qui a été menée aux États-Unis et au Canada, et qui montre que pour chaque heure de plus passée à regarder la télévision entre 1 an et 3 ans, les enfants à l'âge de 10 ans auraient 7% de capacité d'attention et de concentration en moins. Donc un risque plus grand de faire du zapping. Alors, l'étude montre d'autres choses, qu'il y a un risque plus grand d'obésité, qu'il y a de moins bonnes performances en mathématiques. En revanche, la lecture et l'écriture ne seraient pas affectées par la consommation importante de télévision dans les premières années. Mais le résultat le plus intéressant de cette étude, c'est qu'il montre que les enfants qui ont beaucoup regardé la télé, pour chaque heure de plus, au-delà de 2 heures, ils considèrent que jusqu'à 2 heures, ça serait malheureusement considéré comme statistiquement normal. Donc au-delà de pour chaque heure passée à regarder la télé au-delà de 2 heures, les enfants à l'âge de 10 ans ont 10% de danger en plus d'être constitués en bouc émissaire ou en victime par leurs camarades. Et ça, c'est le résultat le plus étonnant, c'est qu'on croit souvent que la télé rend agressif. Ce que montre l'étude de Pagani, c'est qu'elle rend victime. Parce que les gens qui regardent la télé, d'après cette étude, les enfants qui regardent beaucoup la télé, développent une conscience du monde comme une conscience d'eux-mêmes comme spectateurs du monde, et pas du tout une conscience d'eux-mêmes comme acteurs du monde. C'est Donc ça, c'est le résultat le plus préoccupant. C'est la question que je vais vous poser, parce que là, c'est par rapport à la télévision, mais par rapport au usage de l'Internet. Exactement. Où là, on est Il y a écran et écran, c'est exactement Alors, ça. ça, c'est la télé. L'Internet, c'est différent. D'ailleurs, moi, je pense que si des jeunes qui ont beaucoup regardé la télé petits passent autant de temps à jouer aux jeux vidéo, c'est une tentative spontanée, on pourrait dire, pour tenter de se guérir d'une position passive, puisque dans les jeux vidéo, ils sont constamment invités à avoir une position active. Voilà. Et c'est vrai, on voit bien que les gros joueurs de jeux vidéo ont, en règle générale, été des gros consommateurs de télévision petits. Et la posture change complètement. Donc l'optimisme viendrait peut-être que les jeunes, on dit, regardent moins la télévision, qui est un média qui vieillit,
et ils s'intéresseraient plus à l'écran d'ordinateur avec Internet et vidéo et jeux vidéo, etc. Ils ont des phrases assassines même là-dessus. Quand les parents les punissent en les privant de jeux vidéo, j'en vois en psychothérapie qui me disent ben voilà, mes parents m'ont empêché de regarder les jeux vidéo, mais que j'ai fait, ben, au lieu de jouer aux jeux vidéo, j'ai perdu mon temps, j'ai regardé la télé. Comme les jeunes qui ne font plus de mail, maintenant ils sont sur Facebook, pour le mail, c'est vieux quoi. Un truc, Alors j'ai justement une question de Lapin Vert qui est assez intéressante. Mon voisin a des enfants qui vont bientôt au collège, ils n'ont pas de télé, pas d'ordi, pas internet. N'est-ce pas justement dangereux pour les enfants de notre époque de n'avoir pas d'écran chez eux? Vous savez, ils n'ont pas d'écran chez eux, mais probablement s'ils vont chez leurs grands-parents, il y en a chez leurs grands-parents. Et puis quand ils vont chez les copains, il y en a aussi chez les camarades. On ne compte pas le nombre d'enfants qui, à la préadolescence, dit à ses parents je vais faire mes devoirs chez mon copain, voilà, et puis chez le copain, ils jouent à la console de jeu quand il n'y en a pas chez eux. Hein. C'est banal. Donc de toute façon, il est impossible aujourd'hui de grandir à l'écart des nouvelles technologies. Donc moi je dis toujours aux parents, mais il vaut mieux les avoir à la maison et en contrôler l'usage. Comme ça permet d'en parler. Parce que ces enfants-là, le problème, c'est qu'ils les côtoient ailleurs, mais ils se disent, il ne faut surtout pas que je dise à mes parents que j'ai joué à la console chez mon copain, comme il n'y en a pas à la maison et qu'ils me l'interdisent, ils me gronderaient. Donc du coup, la famille ne peut pas en parler. Je crois qu'on change de monde pour ça aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'idéal, c'était de regarder ensemble le même écran, parce qu'on disait, si on a regardé ensemble le même écran, on va pouvoir en parler ensemble. Et puis après, chacun s'est mis à regarder son écran de son côté, puis il y a des gens qui ont continué à dire oui, mais il faudrait créer par exemple une fois par semaine un film que toute la famille regarderait ensemble. Et on est complètement dans l'utopie. Les gens auront de plus en plus chacun leur écran, ne serait-ce que parce que leur écran privilégié sera leur téléphone mobile, et qu'ils l'auront partout avec eux, même à la limite pendant le repas. Donc moi je préfère aujourd'hui des familles dans lesquelles chacun a son écran, mais où on a quand même un moment pour en parler, on parle de ce que chacun a regardé, plutôt que des familles où on continue à cultiver l'ambition de regarder ensemble le même écran sans en parler. Parce que ça a été ça pendant longtemps, les gens regardaient la télé en famille, mais ils n'en disaient mot. Il vaut mieux aujourd'hui regarder chacun son écran de son côté et trouver un moment pour en parler, qui est évidemment le repas du soir, qui est un moment privilégié. Des études montrent que les enfants qui réussissent le mieux, scolairement, sont les enfants qui, statistiquement, tout ça est statistique, sont les enfants qui bénéficient d'un repas pris en commun avec leurs parents, pendant lequel ils parlent. Donc ça, c'est vraiment un résultat à méditer. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Ah, merci de vous lancer. Ah, il y en a deux. Alors, il y a un micro qui... Alors, il y a une dame juste devant qui avait... Est-ce qu'il y a un micro? Ah, c'est le tien. Non, parce que ça c'est passe... pour le camarade Internet derrière ça l'écran, passe ou sur non? Internet après. Bonjour, lors d'échange, j'ai édité un site qui s'appelle La Souris Grise, donc qui s'intéresse aux applications au niveau éducatif pour les enfants. J'aurais voulu avoir votre avis sur ces nouveaux écrans, que sont les tablettes en particulier, et toutes ces applications au niveau éducatif. Et si vous dites en fait qu'il faut interdire les écrans, la télé bien sûr, pour les moins de 3 ans, du coup je voudrais avoir votre avis sur ce nouveau type d'écran qui arrive dans les foyers. Alors le slogan « pas d'écran avant 3 ans », c'est un très mauvais slogan. Hein, je le sais, moi j'ai lancé une pétition, mais grâce à Internet justement. Sans Internet, j'aurais jamais pu lancer une pétition contre les chaînes de télé pour les bébés. D'ailleurs, quand la première chaîne de télé pour les bébés s'est lancée, Internet n'était pas encore assez développé. Mais quand la deuxième chaîne de télé pour les bébés s'est lancée, donc Baby First, j'ai profité de l'existence d'Internet pour lancer une pétition qui a recueilli 30 000 signatures. On est allé au CSA, au ministère de la Santé, et ça a permis de faire bouger les choses grâce à Internet. Alors, à l'époque, le slogan était « pas de chaîne de télévision pour les enfants de moins de 3 ans ». Et puis le slogan, petit à petit, a glissé, il est devenu « pas de télé avant 3 ans ». Et c'est évidemment absurde, hein, évidemment absurde. Parce que tous les enfants grandissent, enfin tous, pas tous, il y en a qui... On vient d'évoquer, il y a des enfants qui grandissent dans la famille, il n'y a pas de télé. Ouais, c'est rare quand même. Donc la plupart des enfants sont amenés à côtoyer la télévision parce qu'ils grandissent dans une famille où il y a la télévision. Donc pas de télé avant 3 ans, ça ne veut pas dire qu'un enfant ne doit jamais regarder la télévision. Ça serait impossible si les parents, les grands frères, les grands sœurs la regardent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon écran pour un enfant de moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'un enfant regarde toujours par défaut, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours mieux à faire pour lui, mais bon, à certains moments, il est là, on ne va pas l'enfermer dans sa chambre, et donc du coup, il voit la télé, il la regarde. Mais il y aurait toujours mieux à faire
pour lui. C'est ça que ça veut dire. Ça ne devrait pas être un slogan négatif, en plus, pas d'écran à 3 ans, il vaudrait toujours mieux dire il n'y a rien de mieux que le jeu avant 3 ans. On voit bien que ça frappe moins les imaginations. Voilà. Donc le slogan est ce qu'il est, mais moi je dis toujours, il faut l'expliquer. Ça veut dire il n'y a pas de bon écran, ça veut dire l'enfant est amené à regarder la télé parce qu'autour de lui on la regarde, mais pas d'écran avant 3 ans, ça veut dire il ne faut pas croire qu'on va lui mettre en plus des programmes spécialement pour lui. C'est là où les choses deviennent perverses. Tu as été gentil, tu as laissé papa-maman regarder leur programme tranquille, donc pour te récompenser maintenant, mon petit chéri, on va te mettre un dessin animé rien que pour toi. C'est ça l'erreur à ne pas faire. Alors avec le développement des tablettes, je dis bien, avec le développement des tablettes, on a affaire à une problématique totalement différente. Dans l'état actuel des choses, elle est légèrement différente par le fait qu'il y a un contact tactile. Mais il faut bien voir que cette petite différence augure de grandes différences à venir. C'est-à-dire très bientôt, les tout petits pourront avoir des écrans tactiles et ils pourront dessiner avec les doigts comme on dessine aujourd'hui en mettant de la peinture. On n'aura pas besoin de leur mettre un tablier, ils le font sur les tablettes tactiles. Alors moi j'ai toujours dit que ce qui me posait problème dans la télévision, c'était le fait qu'elle réduise l'activité de l'enfant à 2 sens, ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors qu'un enfant, on sait aujourd'hui qu'il a besoin d'exercer tous ses sens en même temps sur les mêmes objets pour pouvoir développer les connexions entre les zones cérébrales qui commandent la réception des différentes zones sensorielles. L'enfant, au début, il entend, il voit, il touche, mais toutes ces zones ne sont pas corrélées dans son esprit, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser que c'est le même objet. D'où l'activité enfantine qui consiste à secouer, à regarder, à mettre à la bouche, à flairer, à jeter et à rattraper pour corréler ces zones cérébrales. Donc il est bien évident qu'actuellement la télévision s'oppose complètement à cette logique du jeu. Donc le jeu est toujours préférable à la télévision. Par contre, avec le développement de nouvelles interfaces, de tablettes tactiles, j'imagine très bien que bientôt existent des supports qui favorisent les connexions entre les différentes régions cérébrales. Ceci dit, il ne faut pas être naïf non plus, ça sera pas plus efficace qu'une balle. Hein. Je veux dire, vous donnerez une super méga tablette tactile qui vaudra 500 € à un petit, vous serez très content, vous aurez l'impression d'initier de la technologie. Pour lui, ça ne sera pas plus utile qu'une balle en mousse. L'important, ça sera qu'il puisse mobiliser en même temps toutes ces régions sensorielles à travers un objet. Et les odeurs aussi. Et les odeurs, oui. Et les odeurs, mais ça, les Japonais, oui, les Japonais ont déjà fait des grands pas, ça va être commercialisé bientôt, les odeurs. Oui, puis peut-être aussi une forme de réponse dans les objets intelligents. Le Cube a conçu, à l'occasion du dernier Cube Festival, un établi numérique pour les enfants, donc c'est pour les écoles primaires. C'est un établi qui est entièrement en bois, vraiment comme à l'ancienne, avec des tiroirs, etc. Sauf que cet établi est totalement interactif. Quand vous dessinez dessus avec une feuille de papier, un crayon, sur du bois, ça dessine en même temps sur l'écran et ça permet de faire plein de choses de manière interactive. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors à partir de 5-6 ans, j'ai plus d'ambivalence. Tous ces outils numériques, même s'ils ne mobilisent que un ou 2 sens à la fois, sont extrêmement utiles. Parce qu'à ce moment-là, l'enjeu n'est plus le même. Et on sait qu'entre la naissance et 3 ans, l'enjeu, c'est la connexion des régions cérébrales qui permettent de rapporter à un même objet différentes impressions sensorielles. On sait qu'entre 3 et 6 ans, l'enjeu est différent. C'est l'appréhension des objets en 3 dimensions. C'est pour ça qu'entre 3 et 6 ans, ce qu'il faut favoriser, c'est toutes les activités qui mobilisent les 10 doigts. Et là encore, le pliage, le découpage, le collage. Et le jour où on jouera aux jeux vidéo avec un piano, je trouverais ça très bien. Entre 3 et 6 ans, au jour d'aujourd'hui, on y joue avec des consoles qui ne mobilisent que 2 doigts. C'est pour ça que je ne suis pas pour. Voilà. Donc, comment ? Oui, sur l'iPad, on peut jouer au piano ou à la guitare. Pas le piano. Oui, pas entre 3 et 6 ans. Voilà. Ah oui. Il y avait une Mozart. question au fond. Mozart, au cul, jouerait sur de l'iPad et composerait même. Il y a un début de Mozart. Ah bon ? Monsieur. Bonjour, je m'appelle Risa et ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour continuer une interrogation que vous avez soulevée par rapport aux générations. Utiliser ces nouvelles technologies pour enregistrer la mémoire des personnes plus âgées. Mais ce fossé, parce que j'ai l'impression que là, le discours que vous avez, c'est
lutter contre les nouvelles technologies, que ça a des méfaits aussi sur les nouvelles générations. Mais déjà, là, les jeunes se le sont appropriés. Et comment dirais-je, c'est aussi parce que justement, il n'y a pas eu comment dire, de la part des anciens, il y a quelque chose qui a été rompu. Moi, je ne vais pas reprendre des études, j'ai pas de chiffres ni rien, c'est juste mon expérience personnelle. Quand je questionne certaines personnes âgées, que je leur demande de parler de leur histoire de la guerre, alors il y a ceux qui m'en parlent, mais qui ne l'ont pas vraiment vécu. Et ceux qui ne veulent pas en parler se fâchent, ou bien me disent tout simplement, moi je l'ai fait, et je ne veux pas en parler, c'est trop douloureux pour moi. Donc pour prendre une image, c'est comme si il s'était passé quelque chose dans les générations passées, quelque chose de douloureux, et qu'ils n'ont pas transmis ça alors faute de ce soit trop douloureux de dire, ou que les jeunes ne s'y intéressent pas, ne les questionnent pas, mais je pense que du coup, le fait que les nouvelles technologies s'installent et que ça aille vite et qu'on se les approprie, c'est une façon à la jeunesse de trouver des questions à leurs questionnements qui sont naturels, je pense. Absolument, c'est d'ailleurs le pari que je fais en créant ce site que je vous évoquais tout à l'heure, qui va s'appeler Mémoire des catastrophes. C'est l'idée que des personnes âgées qui n'ont pas forcément trouvé une oreille auprès de leurs enfants et petits-enfants vont pouvoir peut-être trouver un éducateur, un animateur qui va l'enregistrer, leurs propos, et qui va le rendre disponible à d'autres personnes, et de telle façon que la mémoire s'enrichisse des récits multiples. Aujourd'hui, Internet est une extraordinaire machine à recueillir les mémoires individuelles. Et c'est une possibilité qui est très peu exploitée. Puisqu'elle est exploitée, et puisque Internet est essentiellement une machine qui est soumise à la loi de l'économie et du commerce, et qui recueille des données personnelles pour les recycler. Et puis il y a les merveilleuses utilisations qu'on a vues en Iran au moment de la révolution arabe, mais qui n'ont pas du tout leur équivalent dans nos démocraties. Dans nos démocraties, je pense que l'Internet est beaucoup sous-employé comme outil permettant de recueillir les mémoires individuelles, de permettre qu'elles se tissent les unes avec les autres, qu'elles s'enrichissent les unes les autres, et qu'elles contribuent ensemble à construire une mémoire historique qui ne soit pas seulement le fait des historiens, mais qui soit le fait de l'ensemble de la communauté, des gens qui ont partagé une expérience commune. Mais Internet permet quand même autre chose d'assez magique. C'est qu'il y a des communautés d'intérêt c'est vraiment ce qu'on appelle des niches de masse, c'est-à-dire qu'on va avoir, 200 personnes à tout casser dans le monde qui vont s'intéresser à un sujet très particulier, qui sont dispersées dans le monde, c'est-à-dire qu'avant, elles n'auraient pas pu, elles connaissaient eux-mêmes l'existence les unes des autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, avec la force d'Internet, la puissance d'Internet, assez rapidement, ces communautés vont s'agréger, et à partir de là, elles vont constituer un corpus, une mémoire. Jean-Pierre Dionnet, qui était l'un de nos invités, disait que lui, qui est un grand cinéphile, il est vraiment un grand cinéphile, il a lu un nombre de films, c'est hallucinant, et il disait qu'il y avait un réalisateur qui avait fait un film, je ne sais plus dans quel pays nordique, et qu'il ne savait pas comment retrouver une copie de ce film, qu'il voulait absolument acquérir. Et il a tapé sur Internet le nom du réalisateur, il est tombé instantanément sur la communauté des 10 mecs qui, dans le monde, s'intéressaient à ce réalisateur, qui était totalement oublié de tous, et qu'en l'espace de 30 secondes, il a pu trouver la source pour acheter le film, parce qu'il y avait un mec qui avait 3 copies. Enfin, ça, c'est quand même un truc assez hallucinant. Voilà, et d'ailleurs, c'est un exercice dans lequel les jeunes sont beaucoup plus habiles que les moins jeunes. Il y a quelques années, je demandais à des étudiants de me trouver des choses que je n'arrivais pas à trouver. Maintenant, je suis devenu un peu plus rapide, mais en tout cas, ils sont toujours plus rapides que moi. La possibilité de trouver la bonne information au bon moment, ou le bon interlocuteur au bon moment, c'est quand même une capacité qui résulte de la pratique. Or, les jeunes ont beaucoup de pratique parce qu'ils ont beaucoup de temps, et donc ils développent beaucoup cette capacité qui sera fondamentale d'ailleurs dans l'usage d'Internet dans quelques années. Mais je pense d'ailleurs que l'usage d'Internet, il y a bien un jour où on va permettre aux élèves de passer leur diplôme en ayant un accès à Internet via leur téléphone mobile. Parce que le fait de pouvoir trouver la bonne information rapidement au bon moment, ça fait aussi partie aujourd'hui, dans la vie en entreprise
s'intégrer dans la vie sociale, ça fait aussi partie des capacités reconnues. Vous avez fait, si je me rappelle bien, votre thèse de médecine sous forme de BD, c'est ça? Ma thèse en mode BD? Oui, en mode BD, donc oui. Oui, ça ne m'étonne pas que vous disiez qu'aujourd'hui on peut parfaitement... Oui, j'ai fait ma thèse en BD avec un slogan, faites vos thèses en images. Et donc en cinéma, à l'époque c'était le Super 8, en cinéma, on ne pouvait pas faire de la télé, on pouvait faire du cinéma ou de la bande dessinée. Maintenant, moi je dis aux étudiants, faites votre thèse en faisant un film au téléphone mobile, en faisant un machinima, des captures d'images dans les jeux vidéo. Si vous voulez, les images aujourd'hui ont acquis le statut de langage à part entière. Donc, il faut absolument... il y a mon précédent, mais pas seulement moi. Fred Forest a présenté une thèse en numérique il y a déjà 25 ans. Donc il y a des antécédents, ces diplômes ont été admis par l'université, c'est aux étudiants de s'en emparer. Vous avez eu une bonne note? Le jury n'a pas été trop... Le jury n'a pas été... Le jury a été un peu décontenancé. Mais ils ont été décontenancés pour une raison que je n'aurais pas imaginée. C'est-à-dire, ils m'ont dit, bon, vous connaissez, vous êtes un bon élève, vous avez travaillé, parce que j'étais allé à la bibliothèque Sainte-Anne quand même éplucher un tas de documents. Donc mes bandes dessinées, c'est sur l'histoire de la psychiatrie, donc c'est des documents de première main. Et au lieu de les réécrire, ou puis encore de les copier, je les ai dessinés, je les ai mis en storyboard, en dessin. Et donc ils m'ont dit, le grand problème qu'on a, c'est que nous n'arrivons pas à lire en même temps le texte et l'image. Et qui pourrait dire aujourd'hui qu'il n'arrive pas à lire le texte et l'image? Plus personne. Mais en 1975, il y avait encore toute une génération de 40-60 ans qui ne pouvait pas lire en même temps du texte et de l'image. Vous voyez à quel point le fonctionnement psychique a pu évoluer. Aujourd'hui, ce n'est un handicap pour personne, parce qu'on a été familiarisé d'abord avec la BD, puis ensuite avec le multimédia, et puis évidemment maintenant avec Internet. Merci pour cette très belle conclusion. Pierre Delacote, merci beaucoup. Éloi Chopin, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux internautes.